Interaction, c'est parti. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire consacré à Panoramax. On va regarder comment cet outil est à la fois une infrastructure numérique et qui, euh, dans son concept, ressemble à Street View, mais en fait, peut-être permet plein de choses différentes qu'on n'a pas aujourd'hui dans Google Street View et en tout cas a clairement un positionnement très différent en tant que commun et infrastructure numérique nationale. Euh, pour en parler aujourd'hui, j'aurai l'occasion ils auront l'occasion de se présenter juste après. Euh, quatre intervenants avec des regards très différents. L'équipe Betagou avec Amélie Crépin et Mathilde Ferret qui portent le projet Panoramax. Laura Moucher de la ville de Bayonne qui est à la fois utilisatrice, contributrice et impliquée dans la communauté OpenStreetMap. Et puis Simon Réau de GeoVélo, une entreprise qui, euh, quelque part, travaille avec de la donnée dans la mobilité. Ça tombe bien parce que on veut aborder des choses sous l'angle mobilité, et qui est à la fois contributeur aussi et utilisateur de Panoramax. Euh, Notre objectif aujourd'hui, on est dans un cycle de webinaires, comme on en a régulièrement à la Fabrique des mobilités. On regarde les choses sous l'angle de croisement du numérique et des mobilités, et en particulier des communs numériques, des infrastructures numériques, comment ces outils et ces initiatives qui ont des dimensions partagées, collaboratives, euh, peuvent contribuer au développement de mobilité partagée, de mobilité décarbonée, résoudre des problèmes collectifs qu'on peut avoir, et ce sera notre angle au cours de ce webinaire. Comme d'habitude aussi dans nos webinaires, donc ce webinaire est enregistré, on l'a rappelé, il sera disponible sur notre chaîne, la chaîne de la Fabrique des Mobilités, la chaîne YouTube. Euh, le but, c'est que ce soit aussi une conversation assez interactive, comme on en a l'habitude aussi. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions, voire débattre et intervenir. Et bien sûr, intervenir en live selon votre préférence en levant la main. Et le but, ce sera même en cours de route, hein, qu'on puisse rester assez interactif, même si on aura un temps dédié à la fin de débat et témoignages complémentaires. On a prévu de donner la parole aussi à Georges Gonzalez en introduction, mais qui a des petits problèmes informatiques. Je pense qu'en cours de route, dans quelques minutes, il donnera la parole pour avoir un peu le regard de la DGTM, quelque part des services d'État. Avant, c'était ministère des Transports, mais maintenant, c'est ministère du Partenariat avec les territoires et la décentralisation. J'ai réussi à le faire en un seul coup, mais j'avais un pense-bête sous les yeux. Euh, et en tout cas, on lui donnera la parole à Georges pour qu'il ait aussi un peu le point de vue finalement de pourquoi les services qui s'occupent du numérique et de l'interopérabilité s'intéressent à un outil comme Panoramax, et pourquoi ça a du sens dans la politique publique de l'État. Sans plus attendre, je vous propose de démarrer avec un tour de table d'ouverture. Georges, ce sera juste après. Et je vais vous donner la parole à tous les quatre, à- pour vous présenter bien sûr, mais aussi pour présenter votre lien avec Panoramax. Qu'est-ce que c'est Panoramax pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Sous quelle langue vous l'abordez prioritairement? Et d'où ça vient dans votre histoire, alors personnelle et bien sûr de l'organisation que vous représentez. Je suis désolé parce que non, j'ai cru qu'il y avait un problème avec Laura, mais très bien. Dans l'ordre que vous souhaitez, même si on a un ordre dans la présentation, mais en fait on est très libre entre voilà, Laura, Mathilde, Amélie et Simon. Si l'un ou l'autre d'entre vous se sent prêt, sinon dans l'ordre, c'est potentiellement Laura Moucher si tu es prête, qui peut démarrer. Et puis après, ce sera comme vous voulez. Pour nous dire un petit Oui, peu, voilà, d'où ça vient Panoramax pour toi, et ton rapport avec Panoramax, comment tu vois les choses. oui. Alors donc bonjour à tous. Déjà merci de me donner la parole. Euh, oui, moi Panoramax en fait c'est un projet que j'ai suivi de loin, mais depuis le début, depuis qu'il est né, même avant peut-être, au titre de la ville de Bayonne et de contributrice OpenStreetMap en fait et il répond à plein de besoins qu'on avait bah, en tant que ville et en tant que contributrice. Donc voilà, j'aurai l'occasion de détailler ça un petit peu après, mais voilà.
Ce que tu mets tout de suite en avant, c'est le lien aussi entre enfin, à la fois ton rôle dans la collectivité et même la collectivité dans OpenStreetMap, en fait. C'est Oui, tout qui est à fait. aussi Mm. utilisatrice ou contributrice d'OpenStreetMap. Et c'est une originalité comme du projet Panoramax qu'on va retrouver, je pense, Oui, dans la suite. bon, c'est pas forcément le cas de tous les géomaticiens, mais pour le coup, nous à Bayonne, on est impliqué dans la mise à jour et la communauté OpenStreetMap, on va dire en général. Et euh, on a besoin aussi d'outils qui soient pas uniquement OpenStreetMap parce que on a besoin que tous nos collègues Mm. puissent participer et tous ne connaissent pas les subtilités d'OpenStreetMap. Et pour autant, on a besoin de données. Donc, dans les deux cas, on a besoin de données. Donc Panoramax, c'est le bon réceptacle de nos données photos pour les mises à jour de différentes bases de données. Super. Simon, est-ce que tu veux nous te présenter et puis voilà, raconter un petit peu le début de l'histoire entre GeoVélo, Panoramax, le lien, pourquoi ça, et bien pourquoi on t'a invité aussi, il y a des raisons Oui, évidemment. Ouais. bonjour. Alors, GeoVélo et Panoramax. Alors, on a commencé d'abord avec Mapillary chez nous. Le premier but de Mapillary, c'était de cartographier les aménagements cyclables dans OpenStreetMap avec comme source de données, alors quelques images qui étaient disponibles, mais souvent en voiture, et les aménagements cyclables sont loin des voies voitures, donc on a commencé à collecter donc sur Mapillary, et ensuite Mapillary est passé avec Meta, un problème de souveraineté éventuelle, et peu évolutif des fonctionnalités qu'on avait besoin. Et donc, c'est là où on est passé chez Panoramax, notamment un des premiers financeurs de la visionneuse GeoVisio de Panoramax. Alors, tu viens d'introduire aussi un autre outil préexistant. C'est peut-être l'occasion de rappeler quand même déjà, à la fois ce qu'est Mapillary, mais aussi du coup ce qu'est Panoramax, on l'a pas encore finalement vraiment dit. Et j'aurais dû dire en introduction qu'on a deux publics aujourd'hui, des gens qui connaissent très très bien Panoramax, je pense, et d'autres qui le connaissent moins cet outil, justement parce qu'ils sont plutôt dans la communauté mobilité au sens large, et du coup ne connaissent pas forcément bien l'outil. Donc peut-être que tu peux rappeler un peu le concept. Enfin, ça veut dire quoi utiliser Mapillary ou Panoramax? Tu parles, voilà, on met de la visualisation, peut-être juste rappeler en quelques mots. Alors, Euh, les deux sont du partage de photos de terrain, alors sphérique 360 ou classique. Panoramax, c'est décentralisé. Alors, les deux sont contributifs, n'importe qui peut contribuer. Panoramax et je vois qu'il y a Christian Quest, il va me corriger si je me trompe, est décentralisé, c'est-à-dire que n'importe qui peut avoir des serveurs. On a un serveur IGN, un serveur OpenStreetMap France. On se pose la question chez GeoVélo d'avoir notre serveur aussi. Et du coup, on garde le stockage et la maîtrise des photos et la redondance. Alors que chez Mapillary, tout est stocké chez Facebook maintenant. Et donc, du coup, pour récupérer ces photos ou pour repartager, c'est un peu plus compliqué. Et ils ont toute la maîtrise technique. Alors qu'en décentralisé, on peut mettre des fonctionnalités sur un autre serveur qui n'est pas sur un, etc. Donc, plus de maîtrise, plus de liberté. Super. On va revenir sur ces différences de modèles, effectivement, et de fonctionnement et les conséquences que ça peut avoir. Euh, Est-ce que Mathilde et Amélie voulaient présenter le projet sous l'angle, bah voilà, c'est un projet qui est porté Betagou, donc enfin, avec de l'entrepreneuriat d'État. Vous allez peut-être leur expliquer aussi comment ça fonctionne. Il y a une collaboration avec l'IGN. Donc, en fait, c'est aussi l'occasion de poser le fait que c'est un projet qui n'est pas seulement décentralisé sur le plan technique, mais qui est multi partenaire et multi. Je cherche le mot en français parce que j'ai un truc en anglais, mais multi-partie prenante en tout cas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est aussi une des particularités, notamment par rapport à des projets préexistants qui, eux, sont pas sur le même modèle. Bah, je vous laisse la parole l'une ou l'autre pour présenter un petit peu cet aspect-là, introduire en tout cas. Qui veut Oui, démarrer? tout à fait. Mathilde. Je me présente en 2 secondes. Donc, moi, je suis en charge du déploiement de Panoramax. J'ai rejoint l'équipe au tout début, il y a 2 ans. Pour revenir sur d'où vient Panoramax, à la base, c'est une idée d'OpenStreetMap France. Et l'IGN a dit chiche, ok, on y va. Il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et c'est pour ça on a lancé ce projet. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que ce qui fait sa particularité, et Simon l'a bien souligné, c'est la notion de commun. Donc c'est un système décentralisé, autant au niveau par exemple des instances,
que du système, en fait, de toute la gouvernance et de la communauté qui est autour de Panoramax. L'idée, c'est que, bien sûr, il y a une start-up d'État qui fonctionne en tant que, on va dire, en tant que coopérateur qui met de l'huile dans les rouages. Mais Panoramax, c'est beaucoup plus large que ça. Et c'est surtout alimenté par toute une communauté de contributeurs et de réutilisateurs à différents niveaux. On pourra aller un petit peu plus dans le détail après. Et notre but, c'est vraiment d'être la référence pour partager et utiliser librement les photos de terrain. D'accord, très bien. Est-ce que, Amélie, tu veux aussi comme te présenter et puis Oui. expliquer peut-être la répartition des rôles d'ailleurs entre toi et Mathilde. Vous êtes tous les deux Oui. Betago, vous êtes tous les deux sur Panoramax, mais justement votre rôle n'est pas exactement le même. Oui, oui, bien sûr, parce qu'en fait, moi, du coup, j'ai rejoint le projet il y a un an avec Loïc Grondin. Donc, on est tous les deux des agentes IGN. Ok. Et en fait, on a pris le relais de Camille Salou, qui est aussi une collègue à l'IGN, qui avait du coup, qui était l'intrapreneur IGN Betagouv du début de Panoramax. Et donc, avec Loïc, on a pris la main. Et c'est intéressant parce que Loïc, il travaille à la direction informatique, donc plutôt développement, etc., métier. Et moi, je travaille en production de données à l'IGN sur le LIDAR HD. Et Panoramax, ça m'a tout de suite parlé quand on a parlé, qu'on m'a proposé du coup de prendre le relais parce qu'en fait, au LIDAR HD et ailleurs à l'IGN, c'est des informations très précieuses d'avoir des photos de terrain pour corriger, vérifier, classer les données, les traiter, etc. Donc voilà, ça m'avait tout de suite parlé, on pouvait représenter le besoin et puis c'est un plaisir de travailler du coup avec une équipe en méthode produit parce que du coup c'est pas du tout la norme à l'hygiène, donc c'est quelque chose de nouveau. Et du coup la répartition des rôles dans cette équipe en méthode produit, donc on travaille en start-up d'État. Mathilde est responsable de déploiement. On a aussi Florian Lénez qui est aussi responsable de déploiement. On travaille avec 4 développeurs. Euh, Christian Quest, du coup, qui est notre product owner. Et après, voilà, on a aussi de temps en temps un UX designer qui vient nous aider pour la partie interface et tout ce qui est UX design. Et voilà, c'est comme ça qu'on travaille tous ensemble. On est une petite dizaine. Des fois, on a des coups de main de collègues qui viennent travailler avec nous. Et voilà, je vais laisser Mathilde présenter par la suite, du coup, le projet en D'accord. Qui dit Startup Data dit dans le fonctionnement détail. financeur par un acteur, un ou plusieurs acteurs publics. Est-ce que tu peux peut-être rappeler, enfin, expliquer qui finance côté État, la Startup d'État, enfin votre Startup d'État, comment ça se passe ce Oui, alors, sujet-là en fait? juste Est-ce que c'est ici, l'IGN? Est-ce que c'est un ministère? Est-ce que c'est qui est le donneur d'ordre en un sens? Et d'ailleurs, comment ça se passe aussi euh, l'interaction avec la communauté OpenStreetMap qui est elle-même contributrice sous d'autres formes au projet? oui, 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 bien sûr. Au niveau des financements, c'est en tout cas la première année, cette année, c'est la DINUM et l'IGN qui ont du coup accordé un budget, une enveloppe. On a aussi, après, vu que le système, entre guillemets, est décentralisé, comme on disait, euh, après, les instances qui sont ouvertes, on a une instance OSM France, une instance IGN. Donc, l'IGN va financer son instance, OSM Mhm, France finance son instance. mhm. Donc, il y a aussi cette partie un peu cachée, entre guillemets, du financement au niveau de l'hébergement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, grosso modo, on est plutôt sur un financement d'Inum IGN. Et là, on vient d'avoir l'info. On a la fondation NLNet européenne qui finance Mhm. des projets et du coup qui va nous accorder une enveloppe pour continuer à développer Pour l'application appuyer le mobile. projet. D'accord. Et on y reviendra dans la partie sur la gouvernance, mais c'est peut-être aussi la particularité du montage de ce projet et de la gouvernance qui permet, par exemple, même ce type de cofinancement, peut-être plus par rapport à si le projet était mené autrement. Donc, c'est super intéressant. Et Euh, pour oui, compléter aussi, ce qui est intéressant en termes de contribution, c'est qu'on a des contributions financières, mais aussi des contributions qui peuvent être en termes de développement. bien Euh, sûr.
Islandia, par exemple, qui nous a aidé sur la partie visionneuse. On a voilà, des participations, Code Lutin, qui nous a donné un petit financement pour acheter des caméras. Voilà, enfin, on, des GoPro Max pour qu'on les partage avec les utilisateurs. Voilà, il y a vraiment une idée de contribution multiple et en plus des financements qui deviennent multiples aussi. Et c'est vraiment une particularité de ce projet qui faisait qu'on voulait faire un focus dessus au-delà du fond, bien sûr, de l'outil qui est en soi intéressant, mais de notre point de vue, hein, c'était de discuter avec vous aujourd'hui sur cette dimension de commun qui réunit des acteurs publics, aussi bien d'ailleurs nationaux que collectivités locales, des entreprises et du coup tout un écosystème de la société civile, de fondations, de la communauté OpenStreetMap, etc. Et à nos yeux, en tout cas, de ce qu'on a pu nous regarder, il y a pas beaucoup de projets qui ont ce montage-là, cette dimension-là, et on a envie de comprendre davantage avec vous en action. Peut-être qu'on peut commencer par toi, Laura. Est-ce que tu veux nous raconter, expliquer un peu plus en détail comment ça s'est passé jusqu'ici à Bayonne, comment c'est né l'expérience précédente, puisque vous aussi, vous avez été utilisateur de Mapillary, si je me souviens bien. Euh, Finalement, à quoi vous sert Panoramax? Comment vous travaillez avec? Donc là, de manière assez concrète, parce que c'est une manière de peut-être de montrer ce qu'est Panoramax. Et puis ensuite, ce sera intéressant peut-être que Simon aussi nous en parle sous l'angle de Gévelo, d'autant que je crois que tu vas faire un peu, t'as pas forcément de super, mais tu vas plutôt faire la démonstration en action, donc ça va être aussi parlant pour tout le monde. Et puis ensuite, on reviendra sur la dimension justement géo commun et peut-être voilà, avec vous, Mathilde et Amélie en particulier, et puis en ouvrant la discussion. Ça te va, Justin, Laura? Oui, oui. Justin, Georges est arrivé entre-temps, donc avant peut-être qu'on Et rentre dans Georges est le... arrivé. Et ben, c'est peut-être le bon moment que Georges fasse Ouais, ouais. la partie introductive, parce qu'on a fait le tour de table finalement des intervenants et on avait promis à tout le monde que Georges, une fois que l'ordinateur aurait pris le café, il pourrait, Georges, tu pourrais nous apporter un peu le regard d'un autre service de l'État, parce qu'on a évoqué la DINU, qui est la Direction interministérielle au numérique, qui est derrière le financement de cette initiative. Mais toi, tu es à la DGITM, donc au ministère du Partenariat avec l'État et la décentralisation. Je m'habitue à pas dire ministère des Transports. Et pourquoi c'est aussi d'intérêt, sachant on est en partenariat aussi sur ce cycle de webinaires, vu de la mine, c'est-à-dire voilà, de l'interopérabilité du numérique, la mission dans laquelle tu travailles. Peut-être va nous en dire deux mots déjà, de rappeler aussi quel est ton rôle et pourquoi un outil comme Panoramax, finalement, c'est quelque chose qui t'intéresse et l'approche vous intéresse à la DGTM. Oui, bonjour à toutes et à tous. Georges Gonzalez, donc je travaille, enfin, je suis responsable d'études, enfin, interopérabilité, on va dire. Donc, je m'occupe de la politique d'interopérabilité des systèmes de mobilité, multimodale en particulier. Je travaille au sein du ministère, enfin, du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. En particulier, c'est à la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités. Et mon service s'appelle la MINT, donc multimodalité, innovation numérique et territoire. Et donc je trouve que enfin, ce sujet Panoramax, donc il n'est pas dans mon cœur de métier, on va dire interopérabilité, mais il recoupe pas mal de sujets de la MINT, parce que du coup c'est un sujet numérique qui enfin, est très innovant qui est utilisé là par les territoires. Donc voilà, il y a déjà trois sujets et enfin si on ajoute le côté multimodalité transport, bah, voilà, il y a tout. Donc déjà je tenais à donner la bienvenue à tout le monde à ce cycle de webinaires enfin, dont la suite va être plus orientée standard. Enfin c'est ce dont je m'occupe habituellement. Enfin pour la partie interopérabilité. Mais du coup, enfin, le hasard du calendrier fait qu'on commence par ce sujet qui est un peu plus transverse et donc qui touche aussi à d'autres sujets. Et donc voilà, enfin, c'est intéressant pour nous, État, de savoir aussi, enfin, et d'appuyer les démarches qui se font en collectivité sur les sujets innovation et numérique. Et donc voilà, personnellement, je ne connais pas trop le sujet Panoramax, mais enfin, très preneur enfin, des choses, des présentations que vous allez faire. Donc voilà, je remercie également les présentateurs qui se sont rendus disponibles et toutes les personnes qui vont suivre ce séminaire.
Merci Georges. Ce qui me semble en tout cas voilà, dans ce sujet de Panoramax, c'est que c'est un bel objet lien de travail entre beaucoup d'acteurs qui, grâce à la démarche Panoramax, ont des occasions de travailler ensemble, même parfois différemment. Laura, je te laisse la parole. Tu avais besoin d'un partage d'écran ou Oui, ouais, pas j'avais forcément. On va voir si ça quelques fonctionne. slides. Moi, je peux lâcher mon partage d'écran, comme ça tu as la main. Alors, il faut que je fasse l'action là. Ouais, ok. Oui, c'est partager bouton vert au Tac, milieu. Choisis ton écran. partager. Ok, ça a Ça l'air arrive. bon. Très bien. Parfait. Ouais, Ok, vas-y. super. Hop, je vais mettre en grand. Oui, voilà. Donc moi, je voulais juste vous présenter un peu le projet. Donc au niveau d'une ville, donc on est sur du concret et du terrain tous les jours. Euh, pour le contexte, au niveau de la ville de Bayonne, on est une ville moyenne, on va dire, avec à peu près 53 000 habitants. On a 800 agents au niveau de la ville et dont deux géomaticiennes à la direction du numérique. Euh, on est, euh, comment dire, on fournit nos données en open data depuis de nombreuses années et on est aussi impliqué dans le projet OpenStreetMap, comme je disais tout à l'heure, au travers soit de contributions directes à la base de données, aussi également depuis quelques années, on participe au groupe local des contributeurs OpenStreetMap sur le territoire. Donc, euh, donc voilà, donc on est sur à la fois une organisation assez réduite, enfin voilà, et des moyens aussi, somme toute, pas nuls, mais quand même réduits, et en même temps une volonté de partager et de, et de faire ensemble, on va dire, au niveau de l'information géographique. Donc, je vous ai fait ce petit schéma, puisque en plus, j'ai vu que c'était de Mapillary à Panoramax, mais en vrai, il y avait déjà quelqu'un avant qui n'est pas inconnu de tous. L'éléphant sur la piste cyclable, quoi. Voilà. Euh, Puisqu'en fait, on est parti du constat, enfin, depuis des années en réalité, qu'on voyait nos collègues sans cesse sur Google Street View et ils s'en servaient pour tout, en fait, pour beaucoup de choses, en ignorant probablement beaucoup des limitations possibles enfin, de ce ce que Google rend autorisé pour l'exploitation de ces photos. Mais voilà, du coup, de par notre implication dans le projet OpenStreetMap, on avait connu déjà le projet Mapillary et on a commencé à y participer un petit peu. C'était plus des tests, on va dire. En 2022, je crois, on a décidé d'acheter une GoPro Max, donc l'appareil photo qui permet de faire des photos à 360. Euh, et on a fait des petits tests comme ça. Donc, on a un premier relevé qui a été fait par un de nos collègues qui s'occupe de l'entretien du chemin de halage de la Nive. Donc, je vous ai mis la photo, qui fait une dizaine de kilomètres et qui va même d'ailleurs au-delà des limites de la commune, puisque, alors je sais, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça passe sur 3 ou 4 communes. Voilà, donc ça a été le premier test. Et puis petit à petit, on a collecté des données, on a mis dans Mapillary. Et puis en même temps, on était un peu en questionnement par rapport à Mapillary, par rapport à son rachat par Meta, les processus qui n'étaient pas très clairs sur quand on envoyait les photos, à qui elles appartenaient, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec. Donc, voilà, on n'était pas, voilà, on était un peu embarrassés. Et puis, voilà, en fait, une fois qu'il a commencé à être question du projet Panoramax, tout de suite, ça nous a semblé beaucoup plus, euh, mais une bien meilleure idée, on va dire, de mettre nos photos dedans. Donc, on a suivi ça tant qu'il n'y avait pas d'interface pour envoyer les photos. On a attendu patiemment parce qu'on est deux géomaticiennes, mais pas développeuses, donc on ne fait pas non plus trop de lignes de code ou de choses comme ça. Euh, et, euh, et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans ce projet. Du Et coup, peut-être l'occasion de rappeler que Mapillary, ce que tu as évoqué en tâche de fond, c'est que c'est un outil qui s'est lancé avec une partie du concept, c'est-à-dire le côté oui, contributif photo, qui s'est lancé comme
start-up, on va dire, enfin en tout cas comme une entreprise privée qui essaie d'apporter des garanties Mm. sur l'open sourcing et sur les licences de photos, avec certaines limitations que tu as évoquées, sur lesquelles peut-être on reviendra dans la partie plus gouvernance, et qui a été racheté dans un second temps par le groupe Facebook, enfin par Meta. Mm. Du coup, maintenant, fait partie du groupe Meta. Alors, l'outil existe toujours, hein, bien sûr, vous pouvez Oui, aussi oui. le voir, hein. Il est toujours sur le même principe de contribution, mais avec les limites que tu as évoquées du point de vue utilisateur, en tout cas dans la perspective d'un utilisateur comme toi. Mm. Excellent. Et je t'en prie. Du coup, bon, voilà, j'ai fait juste, j'ai pas trop de slides, hein. Non, juste en fait C'est pour très vous bien. expliquer la démarche en Parfait. interne. Donc, je vous disais qu'on avait acheté une GoPro en 2022, qu'on avait équipé sur un casque de vélo en fait au départ. Voilà, donc avec le budget réduit quand même. Puisque on en a eu pour moins de 1 000 € entre la GoPro, les différentes attaches, le casque vélo. Euh, L'objectif pour nous, quand on a vraiment acté de partir vers Panoramax et de se mettre bien à fond dans ce projet-là et aussi de bien le faire valoir en interne aussi ce projet, d'une part, c'était de proposer à nos collègues une démarche collaborative en interne pour la collecte de photos. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, on est parti sur un peu du bouche à oreille et puis ma collègue et moi, on a fait quand même pas mal de photos aussi pour débuter le projet et pour convaincre aussi de l'utilité du projet. Et puis, mais l'idée, c'était pas que ce soit nous qui faisions toutes les photos de la ville, pas du tout. Donc, l'idée, c'était de proposer aux collègues qui puissent être intéressés de différents services de participer à cette collecte. Donc, en particulier à vélo, mais après, pourquoi pas en voiture aussi. Et notre deuxième objectif, c'était aussi de faire un lien avec notre SIG web, donc qui est EasyGeo, qui est accessible à tous les agents. Et donc, on voulait absolument avoir la page carto d'un côté avec les photos de l'autre et comme ça, rendre ça disponible à tous nos agents de manière un peu transparente, en fait, sans qu'ils aient à se poser de questions. Euh, voilà, ils sont dans leur outil, c'est là qu'ils mettent à jour leurs données, donc c'était l'endroit idéal pour avoir aussi les photos de Panoramax. Donc voilà, on a fait une collecte par tous les services, le traitement des photos, donc qui n'est pas énorme, mais il était réalisé toujours par le pôle Géo, donc au niveau de la direction du numérique. Et à l'issue, photos disponibles pour tous. Donc ça, évidemment, c'est l'élément qu'on rappelle à chaque fois pour les collègues qui ont des questions là-dessus. Non, non, c'est pour tous, tous. Donc, les collègues en interne, les partenaires qu'on peut avoir, les autres collectivités du territoire, et puis les citoyens, voilà, sous la licence ouverte, puisque nous, on publie sur l'instance de l'IGN. D'accord. Et la Est-ce licence que tu ouverte, c'est celle peux... qui avait été votée. Oui. Donc la licence ouverte, excuse-moi, je ne voulais pas te couper. La licence ouverte, donc c'est la licence qui permet Qui la avait, réutilisation voilà. libre par tous. Voilà, et donc il faut juste citer la source, quoi, voilà. Et c'était la source. Voilà, Je c'était. me demandais si tu pouvais dire peut-être quelques mots justement sur cette démarche un peu collaborative avec tes collègues et agents, puisque peut-être que ça coule pas de source. C'est-à-dire que tu as mentionné que tout le monde, enfin, beaucoup de collègues étaient intéressés comme utilisateurs, Oui. parce qu'ils ont des besoins, ils en avaient déjà avant Panoramax. Donc ça, c'est assez clair. Qu'est-ce qui fait que, voilà, que ça réussit que tu as pu embarquer des collègues qui sont pas dans l'équipe, qui sont voilà, c'est pas leur rôle, c'est pas leur mission de base. Même, Mm. est-ce que c'est simple à mettre en place dans une collectivité parce que c'est des agents qui ont d'autres missions, même d'un point de vue, j'ai envie de dire, je sais pas, hiérarchique management, comment ça se passe? C'est pas, est-ce que c'est des gens qui font ça sur leur temps libre, quasiment en mode contributeur personnel? Est-ce que c'est quand même sur leur temps de travail? Est-ce que Alors, ça se fait assez ouais. simplement? Enfin, voilà, En comment ça se fait, passe? nous, l'idée, c'était quand même de dire que c'était du temps de travail, hein, évidemment. Enfin, Mhm. ça, c'était évident dans la mesure où on proposait ça à nos collègues. Mhm. Euh, Donc, c'est-à-dire que c'est validé il quelque est part, enfin, c'est évident que accepté c'était sur par la fiche la de hiérarchie, poste de quoi. personne, hein, ni la Oui, nôtre ni la leur, donc ça, oui. voilà. Et Toi, en tu fais même la géométrie, quoi, donc ça rentre un peu dedans et par extension, on va dire, ou oui, plus facilement. finalement, oui. On peut le voir comme ça, mais finalement, on a simplement pris la Oui, liberté oui, de le de faire. considérer que c'était dans notre travail, Mm. on va dire. Non, en fait,
nous, on a l'habitude en fait de travailler aussi de manière transversale avec nos collègues. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel le pôle géo est habitué. C'est D'accord. moins le cas dans tous les services en réalité, hein, c'est sûr. Mais ce qui a pas mal convaincu, c'est qu'on a déjà, comme je disais tout à l'heure, en fait, on a déjà fait des photos, ma collègue et moi-même, et puis avec quelques personnes à qui on en avait parlé, qui ont été tout de suite volontaires. Mhm. On a fait des photos et notamment dans des endroits où Google n'était pas allé. Et Mhm. ça, c'était très parlant parce que tout de suite, Bénéfice. voilà, il y a eu On pas voit le mal en plus bénéfice, quoi. de travaux Ouais, dans la ville, il y a eu des aménagements de voies cyclables, des aménagements de voies de bus, voilà, puis des lieux tout simplement où Google ne va pas, puisque ce sont par exemple, des parkings qui sont gérés par la ville, mais sur lesquels il y a une barrière, donc on n'avait pas d'image. Et ça, tout de suite, le fait d'avoir des images de ces endroits-là, ça a tout de suite montré l'intérêt, parce qu'effectivement, sinon, si on avait ah, montré la même chose que dans Google, on aurait eu du mal à convaincre, je pense. c'est ça. Mais là, tout C'est- de suite, on se disait, ah bah oui, tel endroit, effectivement, je le voyais pas, j'étais obligée d'aller sur le terrain pour le voir, et là, je le vois, et Mm. puis en plus, il est à jour de la semaine dernière, avec mes derniers travaux qui ont été faits. Voilà. Donc ça a été un bon argument pour convaincre les collègues. Et puis après, euh, voilà, ça s'est fait. Là, j'anticipe un peu sur la suite, mais on a une Mm. quinzaine de collègues qui ont participé jusqu'à aujourd'hui, D'accord. sachant qu'on Beaucoup, leur ouais. avait présenté réellement la démarche, et on les a vraiment sollicités au printemps dernier, en fait. C'est là où D'accord. on avait vraiment fait un appel plus large. Bon, j'ai mis plein de moyens de transport là. Même On à les a cheval. peut-être pas tous, mais les chevaux, normalement, on les a. Donc, je j'ai pas encore les photos faites à cheval, mais Ça pourrait c'est dans venir. mes objectifs, puisqu'on D'accord. on a un site naturel où on a des éco-gardes qui patrouillent à cheval. Donc ça Mm. fait partie de l'idée aussi de faire des photos aussi sur ce site-là où on n'a pas de photos. Mm. Mais voilà, et donc en fait, les personnes qui ont contribué, donc il y en a qui sont dans des services techniques, voirie, espaces verts, éclairage public, où là, ils ont pris du temps vraiment officiellement sur leur temps de travail. Il y en a qui ont juste trouvé le projet sympa. Mm. Notamment, j'ai deux collègues qui travaillent dans deux musées, enfin un muséum d'histoire naturelle et un musée municipal, qui n'utilisent pour ainsi dire pratiquement pas de données géographiques dans leur métier, mais qui ont trouvé ça sympa et donc elles ont pris la caméra pour rentrer chez elles en vélo, en gros. Oui. Et elles nous ont fait pas mal de kilomètres, mine de rien. Également sur les communes voisines, mais on est partageurs, donc Mm. on a tout envoyé. Ouais. Euh, voilà, bon, voilà, c'est des profils variés. On a 8 services différents qui ont participé. Et Ah, c'est puis, impressionnant. on espère que ça se développe parce qu'il n'y a pas de raison. Bon, là, Mm. il va y avoir un petit temps creux avec l'hiver quand même, mais Oui. je pense qu'on relancera ça bien au printemps, Peut-être en intéressant d'avoir espérant des photos aussi. d'hiver, même si à Bayonne, il n'y a pas, probablement pas beaucoup de neige, mais il y a des conditions N- différentes malgré tout Non, mais il y a l'hiver. beaucoup de pluie quand même. Beaucoup de pluie, par contre, C'est effectivement. pas c'est pas le moment le plus agréable pour Pas faire des l'idéal photos, pour avoir des belles photos, ouais. pour avoir D'accord. des belles photos. Ouais. Mais tu as mis le doigt, en tout cas, et un peu comme Simon avant, sur un premier bénéfice du projet Panoramax, qui fait que c'est pas juste une sorte de Google Street View avec des moyens plus limités dans un premier temps. C'est cette possibilité, ce choix, finalement, même pour les contributeurs eux-mêmes, bah, de documenter des choses qui ne le sont peut-être pas, même si Google Street View couvre énormément de choses. Bah, Google Street View ne peut pas tout couvrir avec des besoins spécifiques ou même des besoins nouveaux, comme tout ce qui est lié Oui, aux puis pistes cyclables. Et on a ça aucune a un vrai maîtrise. intérêt, quoi. Ouais. Voilà, en plus du fait qu'ils nous autorisent pas plus que ça à l'utiliser, Oui, ce qui est quand même un c'est aspect, un deuxième aspect que tu as mis en avant sur lequel aussi on ce va qui est quand revenir, même un effectivement. aspect. Mais, euh, Paul Henri mais oui, en Pelou a fait, envie de là, on savoir passe. d'ailleurs les 8 services, qui est dans une autre collectivité, envie de savoir les 8 services de tes collègues participants. Ah, alors ça, c'est un Ça jeu de doit lui donner mémoire. des idées. Alors Ouais, oui, oui, si j'ai t'en cites alors 5, non, c'est déjà bien. voirie, oui, espace public, bureau d'études, voirie, espace vert, éclairage public, muséum d'histoire naturelle, musée Bonnat, comme ça s'appelle le musée municipal. Qu'est-ce que j'ai? Direction du numérique, où mine de rien, on est deux géomaticiennes, mais ma directrice a participé. On a un saisonnier aussi qui a participé. Et je sais pas à combien j'en suis.
C'est pas mal, hein. Et le syndicat de gestion du chemin de halage aussi, qui est un autre service. Et j'en oublie sûrement, je ne sais pas. Bah, c'est le principe quand il y a beaucoup de contributeurs. Voilà. Mais d'accord. Bon, pour cette première partie, c'était une bonne introduction de où vous en êtes. De toute façon, on va revenir après justement sur tout un tas de sujets. Est-ce que Simon, tu veux prendre la suite pour apporter le regard un peu complémentaire que tu as commencé à introduire, hein, mais comment un acteur Alors, comme hop, GeoVélo s'est retrouvé embarqué dans un sujet comme voilà. Non. Oui, alors chez nous, alors le premier usage, notamment sur Mapillary, c'était vraiment cartographier les aménagements cyclables dans OpenStreetMap. Donc on avait très rapidement pris comme méthode de collecte le fait de prendre des photos 360. Donc l'arrivée de Mapillary a simplifié la tâche, notamment pour les visionner. Et ensuite, alors hop, je vais partager mon écran. On a eu un projet avec la Loire à vélo. Euh, je coupe le bon écran. Ça va être celui. Donc, avec la Loire à vélo, et donc leur besoin, c'était d'avoir des photos immersives sur le long du tracé de la Loire à vélo. Donc, on a fait toute la collecte, donc on peut le voir voilà, sur leur site. Alors, c'était sur Mapillary. Donc voilà, on a tout collecté et on a eu un gros souci avec Mapillary qui nous a bloqué. C'est qu'ils affichaient toutes les photos et on n'avait pas de réaction en face, notamment pour éventuellement pouvoir afficher que nos photos ou de solutions techniques même payantes en face. Presque le mur, enfin très peu de contacts, très difficile. Et donc c'est là où, alors, ça parlait déjà, alors c'était pas Panoramax à l'époque, mais de faire un Mapillary décentralisé dans la communauté OpenStreetMap. Et donc, on a décidé de financer, alors c'était juste une visionneuse à l'époque qui s'appelait GeoVisio, pour nous permettre ce genre de projet, donc de pouvoir afficher que nos photos, c'est-à-dire éventuellement afficher que les photos de notre serveur ou avec un système de tag, afficher que nos photos. Ensuite, ce projet est un peu tombé à l'eau chez nous. Enfin, avec la Loire à vélo, ça n'a pas été plus loin que cette démonstration. Et on est quand même resté alors beaucoup moins actif dans la communauté Panoramax. On envoie toujours nos photos de collecte terrain. On utilise aussi toujours les photos. C'est ce qui est assez génial avec Panoramax. Ça l'était déjà avec Mapillary, mais avec Panoramax en plus. C'est d'ailleurs, on a des photos de tout usage. Et c'est assez amusant de se retrouver à cartographier des aménagements cyclables avec des photos qui ont été faites pour à la base de l'éclairage ou de la détection de panneaux publicitaires. Et on se retrouve voilà, en ayant des sources multiples, avoir plein d'usages qui n'étaient pas prévus à la base. Et notre dernière relance avec Panoramax, alors c'est sur notre site, ça fait 15 jours que c'est dessus, c'est des demandes de nos utilisateurs. Et donc, depuis 15 jours, voilà, sur un clic droit sur le site web de GeoVélo, on a voilà, le lien direct vers Panoramax. Alors ça, c'est certains de nos utilisateurs qui sont contributeurs Panoramax, qui nous ont demandé beaucoup notamment quand ils planifient les itinéraires à vélo, de pouvoir avoir le lien vers Panoramax pour voir l'état du chemin ou le type d'aménagement. Donc ça a été demandé très récemment et donc on l'a mis aux utilisateurs. Alors c'est susceptible d'évoluer, notamment les filtrages par date, etc. Et du coup, Panoramax, alors pour nos utilisateurs, on parlait de Google Maps, il y en a beaucoup qui allaient sur Google Maps. Par contre, comme sur OpenStreetMap, tout ce qui est cyclable n'apparaît pas sur Google Maps. Les voitures passent pas sur les pistes cyclables. Donc du coup, Panoramax, il y a beaucoup de cyclistes qui font de la photo Panoramax pour documenter les aménagements cyclables, déjà pour leur propre usage et ensuite pour documenter et contribuer sur OpenStreetMap. Voilà notre démarche. Et chez GeoVélo, pour nos clients, l'usage qu'on vend Panoramax actuellement, c'est vraiment la mise à jour des aménagements cyclables et sur des zones où les collectivités ne connaissent pas du tout leurs aménagements cyclables. Alors, on travaille avec Cartocité notamment. On ne le fait plus beaucoup en interne, on le faisait, on ne le fait plus beaucoup. Maintenant, on travaille avec Cartocité pour aller faire de la collecte terrain d'aménagement cyclable. Et donc, tout est publié systématiquement sur Panoramax.
Voilà Tout à pour fait. lui. C'est peut-être l'occasion de rappeler, alors je pense que beaucoup de gens connaissent GeoVélo, au moins comme, par exemple comme cycliste, l'application GeoVélo et tout ce qu'elle apporte. Ce que tu as introduit là, hein, c'est que GeoVélo, vous avez une expertise et vous travaillez avec les collectivités beaucoup sur cette cartographie des aménagements cyclables et de la cyclabilité en général. C'est vraiment finalement au cœur de votre métier, même si c'est peut-être caché pour le grand public ou moins visible. Ce qui fait de vous aussi un contributeur OpenStreetMap du coup. Est-ce que tu peux peut-être expliquer ou peut-être même démontrer enfin, comment ça se passe finalement pour vous d'utiliser des photos de ce type dans votre métier, qui est justement à un moment donné de faire la cartographie. Voilà, c'est à ça que je pensais. Tu nous avais fait une démonstration dans la préparation. Ça peut être, je pense, assez intéressant de voilà, de faire ce lien et c'est un peu je pense le travail des collègues aussi de leur amoucher sur d'autres sujets quand ils utilisent des données Panoramax ou Google Street View, mais c'est ce lien entre voilà, de la cartographie que vous faites vraiment très orienté métier et comment ça vient en support de ça, parce que vous n'êtes pas toujours sur le terrain et c'est probablement pas possible le plus souvent. Vous pouvez faire un peu ce lien-là et pourquoi un outil comme Panoramax, il vous aide là-dedans et peut-être les limites aussi d'ailleurs au passage. N'hésite pas. Oui, Qu'est-ce qui n'est alors, peut-être pas dans Panoramax? une partie de nos métiers est d'intégrer notamment les données que vont nous fournir les collectivités dans OpenStreetMap. Alors, c'est des données qui peuvent être anciennes. Le but, c'est souvent de créer une base de données actualisée. Donc, ils vont nous envoyer des données qui ne sont pas actualisées ou anciennes ou qu'ils savent incomplètes. Et le but, nous, notre démarche, c'est toujours OpenStreetMap parce que, alors, toujours intégré dans OpenStreetMap parce que OpenStreetMap, au niveau aménagement cyclable, est la référence. Tous les GPS vélo, à part Google, utilisent OpenStreetMap. Et du coup, ça permet, voilà, on va mettre à jour tous les GPS vélos en une seule passe. On va pouvoir faire les extractions, notamment pour les exports en open data pour le site de DuckDuckGo, où on sort l'export de la base nationale des aménagements cyclables France. Et donc, sur OpenStreetMap, quand on intègre les données des clients, on a une méthodologie. Alors, on n'intègre jamais directement, et on cherche toujours deux sources concordantes. Eh ben, orthophoto, données du client, des données terrain, des plans de récollement. Il nous faut toujours deux sources pour être sûr de l'aménagement. Et donc là, on est sur l'éditeur OpenStreetMap. Alors, notamment chez nous, on a mis tous les petits raccourcis. Voilà. Panorama, ça c'est génial. On peut mettre les URL. Alors là, je suis sur Orléans. Il y a un contributeur qui passe au moins une fois par an avec une caméra 360. Donc, on a des photos un peu toutes les années. Et notamment, voilà, on a le petit lien. Je vais pouvoir faire Panoramax 2024 et ça va m'ouvrir directement Panoramax à l'endroit voulu. Voilà, avec que les photos de 2024. Si j'enlève mes filtres, normalement, on se rend compte. Voilà, il y a énormément de photos. Si je devais chercher manuellement, donc, au moment de l'intégration, voilà, on va pouvoir filtrer par année. Si je retourne sur mon éditeur, on a souvent les. Alors, personnellement, j'ai des collègues qui mettent plus années. Personnellement, j'ai 2023, 2024 et toutes les photos avant 2023, et ce qui va nous permettre de rapidement, notamment en étant en double écran, de pouvoir vérifier au fur et à mesure tous les aménagements et intégrer ou pas dans OpenStreetMap. Donc, ça va vraiment permettre de documenter. Je disais Panoramax au niveau aménagement cyclable, notamment si on se retrouve sur des aménagements totalement séparés, alors s'il y en a des routes, c'est encore. Mais Panoramax, il y a vraiment beaucoup de cyclistes qui commencent à contribuer à Panoramax voilà, sur Orléans, ce contributeur bénévole qui est à vélo. Et ça permet d'avoir tous ces aménagements qui vont être éloignés de la voirie où les voitures, que ce soit Google, Bing, ne passent pas dessus et avoir réellement les revêtements, les signalisations aussi. C'est vraiment, voilà, nous, c'est configuré systématiquement dans l'USM. On est 4 géographes à GeoVélo qui contribuent au OpenStreetMap. Et donc, du coup, c'est systématiquement dans nos outils, toujours dans le panorama. Il doit y avoir une Mapillary qui traîne aussi. Chez du Mapillary, on a la même manière, mais le Mapillary ne permet pas le filtrage directement dans l'URL de mémoire, à moins que c'est échangé récemment. Voilà, pour En tout cas, c'est vraiment intégré vraiment à votre métier, à votre travail, même dans vos outils internes. Du coup, vous intégrez ce oui, lien-là. C'est hyper intéressant de ce point de vue-là. oui, ça, c'est l'éditeur OpenStreetMap JOSM. Et donc, du coup, on a même enfin, dans nos dossiers communs pour les nouveaux arrivants, c'est les premières choses. Voilà, on a
Alors, on voit pour les habitués de GEOSM, j'ai tous les aménagements cyclables qui apparaissent en violet. C'est pareil, c'est un rendu qu'on a développé avec Cartocité, qui est disponible librement sur GitHub, il me semble. Voilà, si les personnes qui veulent avoir les aménagements cyclables, et ces deux outils voilà, font partie quand il y a un nouvel arrivant chez nous. Configuration de GEOSM, on nous donne les fichiers de configuration et c'est vraiment, oui, Panoramax, enfin, on est tous les jours dessus. Excellent. Merci beaucoup, Simon. Peut-être pour poursuivre, est-ce que Mathilde Amélie à deux voix, voulait un peu, pouvait introduire finalement comment le projet il est né en tant que startup d'État et aussi en lien avec la communauté OSM. Enfin, quelle est la jeunesse finalement? Comment ça s'est fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu des financeurs aussi du côté de l'État? Vous l'avez déjà ébauché tout à l'heure en parlant de l'intérêt de l'IGN en réaction à des propositions d'OpenStreetMap. Mais voilà, comment le projet s'est déroulé jusqu'ici, où il en est? Comment ça fonctionne un peu plus en détail. C'est peut-être là où vous allez faire le partage d'écran d'ailleurs, si ça fonctionne. Sinon, on va le faire si c'est pas résolu. Je- Euh, c'est toi, Mathilde, qui essaye. ouais. Non, je sais pas. Au passage, il y a une Et question de Marion c'est pas, Torteroto. c'est pas grave, Ça fonctionne? je vais- Est-ce que Je- Julie, tu peux partager? oui, pas je peux partager, Mathilde, je suis prête, donc je Et reprends. peut-être pendant que Julie démarre le partage, il y a une question de Marion Torteroto du CEREMA sur la question des coordonnées GPS qui viennent par exemple d'un smartphone ou d'équipement, on va dire, grand public. Et donc, derrière, la question, c'est celle des contrôles, des vérifications. Je pense que c'est un sujet qui est le même que dans OSM de manière plus générale. Est-ce que quelqu'un a une réponse à apporter de cette question de comment on valide ou on fiabilise? Mais peut-être que du coup, c'est toi, Mathilde, qui va pouvoir en parler d'ailleurs au passage, parce que ça fait partie du sujet Panoramax. À un moment donné, tu peux y répondre un peu plus tard dans ta présentation, mais peut-être avoir cette question en tête de, de Marion. Euh, et merci à toi, Georges, qui doit partir. À très vite. je peux répondre tout de suite peut-être à Marion. Ouais, je t'en prie. Sur la partie GPS, donc il y a effectivement ce qu'on demande, c'est que les photos soient géolocalisées. La géolocalisation est donc automatique, par exemple, sur une GoPro Max. Il y a des systèmes GPS beaucoup plus fins que les GoPro Max et le système, effectivement, via smartphone est parfois un petit peu imprécis. Là, on est en train de développer une application mobile et des solutions pour corriger d'éventuels écarts de géolocalisation. Voilà pour la réponse. Donc, effectivement, on peut avoir un écart, mais on pourra tout à fait le corriger. On accepte, c'est ça aussi, hein, on accepte toutes les photos sur Panoramax. Voilà, quelle que soit leur qualité, à partir du moment où elles sont géolocalisées, c'est le principe aussi du commun, sachant que derrière ça, on peut trier les photos pour avoir, et c'est sur ce quoi on travaille actuellement, pour caractériser la qualité et pouvoir faire des tris de photos. Voilà, je m'arrête sur cette question peut-être. Euh, Tout a été super bien, je pense, présenté, résumé, expliqué par les cas de Laura et de Simon. Donc, je ne vais pas vous asséner une présentation de Panoramax. Je pense qu'elle a largement été faite. J'aimerais venir juste revenir sur la photo de la page 3, Julie, s'il te plaît, qui, euh, qui pour moi résume très bien le commun, l'idée de commun. C'est une seule photo pour les servir tous. C'est exactement ce qu'expliquait Laura en parlant aussi de la contribution des services différents de Bayonne. C'est l'idée en fait que derrière une photo qui peut être faite à l'origine pour vérifier l'état de la route, qui peut être faite par l'IGN, le CEREMA ou une collectivité, ça puisse servir à tous pour d'autres usages.
Donc, ça peut être un usage sur l'identification des arrêts de bus par une société de transport. Ça peut être l'identification et la classification des panneaux routiers, la signalisation horizontale, par exemple, qui intéresse beaucoup le CEREMA. On peut être intéressé par tout ce qui est tri, recyclage et géolocalisation des bennes et des containers, analyser les façades et les bâtiments, et puis aussi, avec notamment les opérateurs de réseau, vérifier l'état des poteaux et des câbles de réseau aérien. Donc là, il y a pas mal d'usages, mais il y en a encore plus en fait. On en découvre chaque jour. Avec Bayonne, on en a découvert de nouveaux. Et il y a encore d'autres agglomérations, d'autres villes, d'autres sociétés comme celle de GeoVélo qui vont forcément plus tard nous apporter d'autres cas d'usage. Sur la partie, parce que je crois que c'était la question principale sur la partie gouvernance et communauté, on peut peut-être aller à la page suivante, Julie. Merci. Donc, à la base, on a une idée de Christian Quest, d'ailleurs, je crois, qui est parmi nous, et donc OpenStreetMap France, qui pensait nécessaire justement de lancer ce commun. Et cette idée a été reprise par l'IGN qui a dit, OK, on y va. Donc, on y est allé ensemble, puisque Christian fait aussi partie de notre équipe au sein hébergé, et l'équipe en fait de la start-up d'État est hébergée au sein de la fabrique des géocommuns. Mais encore une fois, l'équipe de la start-up d'État, elle met de l'huile dans les rouages, elle n'est pas centrale au projet. C'est vraiment nos utilisateurs, comme Simon et Laura, qui font que ce projet est animé, qu'on y contribue en photo et qu'on y contribue aussi d'autres manières comme les différents développements. Donc, on a des collectivités dans les contributeurs convaincus, on a le CNIJ, on a des membres d'OSM, des opérateurs réseau, des éditeurs qui ont fait que la machine a été bien lancée maintenant. Donc, depuis 2 ans, nous permet d'avoir plus de 35 millions je crois 36 aujourd'hui, 36 millions de photos sur Panoramax et plus de 500 contributeurs. Et là, on arrive à une phase où on a une communauté élargie aussi qui se rapproche de Panoramax, qui s'intéresse et qui commence à contribuer. Je pense à la ville de Perpignan qui est intéressée, qui est en train de lancer une collecte via une GoPro qu'on a partagée avec eux. Je pense au Grand Chambéry, je pense voilà, à d'autres collectivités qui sont intéressées dernièrement. Comment on fonctionne avec toutes ces membres de la communauté Panoramax? Essentiellement via un forum, c'est le forum des géocommuns, et je vous donnerai les adresses sur lesquelles les membres peuvent tous échanger sur les différents sujets. Et ce qu'on fait aussi sur ce forum, qui est important, c'est qu'on fonctionne avec des votes. Notamment, le nom Panoramax est issu d'un vote de la communauté Panoramax. L'année dernière, on a fait aussi voter les priorités de notre feuille de route. Et ça, c'est super important d'avoir ce retour de la communauté, même si forcément on fonctionne par itération, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire, etc. Mais pour nous, c'est très important et on recommencera à la fin de cette année à faire voter ces priorités pour la start-up d'État et pour Panoramax de façon plus large. Donc, on a aussi un temps d'échange tous les mois où tout le monde peut venir, c'est ouvert à tous et qui nous permet de créer, enfin voilà, de conserver ce lien, de le développer et d'accueillir aussi des nouveaux membres de la communauté. Et du coup, ça, c'est un aspect extrêmement, je pense, important du projet, hein, que tu pointes, c'est ce lien avec une communauté qui est large. Et tu as cité une diversité de contributeurs. Comment dans la pratique, alors c'est que les premières années, mais tu as expliqué donc qu'il y a
des contributeurs qui sont sollicités, qui sont impliqués dans la feuille de route pour la prioriser et l'établir en commun. Comment ensuite l'étape, comme tu dis, on ne peut pas tout faire en même temps, ça c'est bien sûr logique sur tout produit. Les financeurs, là c'est d'Inum IGN, mais il y a aussi d'autres financeurs. Comment se fait ce lien entre bah, la communauté, elle a priorisé des choses et comment on explique ensuite aux financeurs, bah voilà les priorités, parce que voilà, la communauté, elle a mis ça en haut, et puis ça, c'est plutôt en bas, a priori. Est-ce que c'est assez facile, l'alignement avec les financeurs? Regarde que bien sûr, tout ne va pas être financé en même temps. Est-ce que ça peut être un sujet de friction à terme? Ça ne l'est peut-être pas maintenant, mais comment vous travaillez les choses? Ça fait partie de vous, votre rôle de WD-40 là, entre les rouages, mais ça se passe comment pour l'instant et est-ce que vous avez anticipé que peut-être ce ne sera pas toujours simple parce que la communauté n'étant pas le financeur, enfin voilà, il y a toujours, enfin pas le seul financeur en tout cas. N'étant pas Comment que le ça? financeur, on peut dire. Voilà. Enfin, Ouais. la communauté, c'est la communauté qui décide, n'est pas forcément celle qui paye uniquement, enfin qui met toutes les ressources. Elle met des contributions, mais euh, enfin, je pense notamment parce que les acteurs voilà, comme la DINUM, qui sont assez à la fois aussi ouverts d'esprit, mais c'est des modes de fonctionnement voilà, sur budget. Enfin voilà, comment ça se passe dans la pratique. Alors, dans la pratique, jusqu'à là, ça se passe très bien. Oui. Je pense que le fait qu'on soit beaucoup du côté des utilisateurs et du retour utilisateur et des cas d'usage et de l'utilisation qu'on va faire de Panoramax nous aide à convaincre les financeurs et ça fonctionne bien comme ça. Après, on peut avoir quelques frictions peut-être à l'avenir sur les indicateurs. Finalement, Panoramax, c'est plus qu'un service public, c'est vraiment un commun. Euh, et donc, les indicateurs qui sont des indicateurs un peu standards, dits Pétagouf, qui sont plus orientés service public, indicateurs d'impact, etc., sont parfois un petit peu difficiles à partager en, avec la communauté, les financeurs, etc., pour se mettre bien d'accord. C'est vrai qu'on fonctionne sur un géo commun qui a un déroulé assez organique, on va dire, qui se fait assez naturellement, sur lequel on prend soin de certaines choses et puis on voit que ça pousse. Parfois, on est étonné, ça part très positivement dans un sens qu'on n'avait pas imaginé et on se donne beaucoup de souplesse dans notre fonctionnement, ce qui n'est pas toujours le cas, nous, c'est ce qu'on ressent du côté forcément du fonctionnement, même Amélie pourra en parler, hein, le fonctionnement de l'IGN est très différent, par exemple. Donc là, il peut y avoir pas des frictions, mais en tout cas des nécessités de bien s'entendre sur ces sujets-là. Effectivement. Je ne sais pas si les uns et les autres d'ailleurs veulent réagir, que ce soit Laura ou Simon dans votre rôle, hein, n'hésitez pas sur ce sujet-là, parce que je pense que c'est quelque chose qui à la fois nous intéresse pour Panoramax, enfin de contrôle pour Panoramax, puis qui nous intéresse aussi euh, pour d'autres sujets d'infrastructure numérique, de services mutualisés qui peuvent se confronter aux mêmes problématiques. Donc l'expérience en la matière est bonne à prendre parce que, encore une fois, les exemples de ce type-là sont pas si fréquents que ça. On retrouve, parce que même pour la politique publique, on parle de l'État et des collectivités locales qui, quelque part, ont des intérêts dedans et un rôle actif dedans. Rien que ça, c'est pas forcément si simple que ça, potentiellement. Par exemple, est-ce que quelqu'un a déjà a déjà imaginé que peut-être ces collectivités devraient payer pour l'usage de Panoramax, parce qu'après tout, c'est une partie de leur SIG quasiment. Enfin, je fais provocateur, mais la question pourrait se poser même légitimement, après tout, pourquoi pas. Et au-delà des questions financières, hein, je pense qu'il y a un atout là de Panoramax, c'est le côté décentralisé. Ça veut dire que le fait d'avoir plusieurs instances possibles, bah, la communauté ESM peut faire des choses à sa façon, sans forcément dépendre entièrement je sais pas, des process de décision ou de fonctionnement de l'IGN. C'est un atout. Mais comment, voilà, enfin, je suis preneur d'autres réactions et même aussi dans toute l'assistance, dans tous les participants. N'hésitez pas si vous avez un peu des questions, réactions là-dessus, des témoignages, faut pas. Donc Moi, Christian Quest dit j'aimerais que le réagir parce que, financeur est orienté commun, donc ça roule bien, tant mieux. ouais, alors là, vous me faites réagir hein, forcément sur la question du financement par les collectivités.
Parce que si J'ai pas dit on... qu'il le fallait, hein. Ah Attention, oui, hein, oui, ah bah non, mais... c'était pas non, mon mais parce point, que mais je sais pas si vous vous imaginons rendez compte, nous, il quelqu'un faut qui a déjà qu'on achète le matériel et le temps humain qu'on va passer à cette collecte. On va pas non plus en plus Hmm. payer un droit d'usage sur une plateforme dont Non, on mais n'a pas besoin, hein, parce tout qu'on à peut, fait. on peut créer notre propre système, voilà, sans personne, hein. On peut tout garder C'est chez ça. nous, quoi. Et non, mais dans l'autre sens, enfin, c'était pour illustrer aussi des problématiques classiques de commun. C'est que quelque part, vous-même pourriez dire à l'État ou à des contributeurs, enfin à des utilisateurs privés, mais en fait, effectivement, c'est nous qui faisons la contribution, c'est nous qui investissons du temps, etc. Donc en fait, c'est vous qui devriez nous payer. Enfin, vous voyez, enfin, et cette tension, elle peut exister parfois. Euh, et comment on la gère? Alors si elle n'est pas trop présente, tant mieux. Bah, enfin, Euh, aujourd'hui, il me semble qu'on n'est plus justement dans ces rapports-là. ok. J'espère, quoi. J'espère qu'on a dépassé ça maintenant, quoi. Qu'on est beaucoup plus sur du collaboratif, État, collectivité et contributeurs multiples, quoi. Enfin, moi, j'espère. Ok. C'est certain, et c'était quand même l'idée, effectivement, à la base aussi de l'IGN, quand ils ont pris, notamment Sébastien Soriano a pris l'idée pour la développer au sein de la fabrique des géocommuns. Donc, on n'a jamais, on n'aborderait jamais le cas de faire payer quoi que ce soit aux collectivités. On est vraiment dans l'idée d'un commun. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette idée de commun, elle est en train de germer au-delà voilà, de contributeurs convaincus. Mais je ne parle pas de Panoramax, mais plus largement. On l'a vu lors de l'événement, notamment numérique en commun, où il y a énormément de projets qui sont d'actualité et qui se développent autour des communs. Donc il y a une vraie volonté, on sent, autour de ça au niveau de l'État même. Et du coup, alors nous, chez GeoVélo, c'est quelque chose de très rassurant, ce commun, enfin, décentralisé, parce que c'était notre blocage avec Mapillary, quelque chose de Hmm, très centralisé. Et c'est notamment, ça. si demain on veut une nouvelle fonctionnalité, que ce n'est pas dans la ligne directrice des développeurs principaux, rien ne nous empêche de la développer, de l'utiliser en interne, de la proposer à la communauté qui est adopté ou pas sur les autres serveurs, mais du coup, on ne restera pas bloqué. On peut le faire en interne, en payant un prestataire, en le finançant nous-mêmes, mais du coup, on a plus de blocage qu'on avait avec Mapillary, où tout est centralisé, et si eux bloquent, tout le monde est bloqué. C'était qu'en ayant voilà, ce commun tous ensemble, on n'a plus de blocage, alors éventuellement des blocages financiers, parce que on serait les seuls à financer ce développement qu'on est les Hmm. seuls à utiliser, Vous mais pourriez du vous coup, mettre à quelques-uns aussi. Enfin, vous pourriez aussi vous mettre à quelques-uns intéressés de manière voilà. autonome. C'est ça l'idée, hein, en tout cas. Oui, oui, mais si on part dans l'extrême où c'était Oui, voilà, bloqué de bien partout, sûr. du coup, on a plus ce blocage-là parce que enfin, c'est commun, c'est ouvert et on repartage derrière et ça va être réutilisé derrière. Donc, du coup, non, plutôt comme un avantage. Et le commun des photos, voilà, où on met tous nos photos voilà, qui sont disponibles, ce partage est assez génial derrière, ce qu'on voyait sur l'image avec la réutilisation de la photo n'a pas été prise pour cet usage au début et derrière, c'est réutilisé pour de nombreux usages. Cette notion d'autonomie elle ressort très fortement de vous quatre, hein, je trouve, parce que il y a de l'autonomie sur l'aspect licence contractuelle, on n'a pas de limite, mais ça va plus loin parce que c'est aussi sur l'aspect outil, qu'est-ce qu'il peut devenir, comment il peut évoluer de différentes façons et ne pas être dépendant d'un outil centralisé ou d'un acteur qui prend des décisions qui me conviennent ou pas, selon les cas de figure. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, je trouve, très fort dans le projet Panoramax et qui le distingue beaucoup. Alors, encore une fois, il est dans le Google Street View, mais même de beaucoup d'autres projets. Je voudrais saisir au vol la question de Mathias Vado, euh, parce qu'il a posé, j'avais envie de la poser, alors ça tombe bien, sur la question on va dire, de fonctionnalités plus avancées. À quoi sert Panoramax? On a déjà évoqué quelques usages concrets actuels. Une question qui se pose tout un tas de cas d'usage, c'est dans quelle mesure, une fois qu'on a l'image et qu'en plus on a le droit de faire des choses avec, on n'est pas trop limité, la question de la détection automatique et globalement dans quelle mesure ça peut assister des tâches existantes. Après, bon, on pourra l'imaginer dans le cas de GeoVélo sur la question des aménagements. Est-ce que ça peut être une aide, une assistance à un moment donné, même si j'ai cru comprendre qu'il y a des cas tellement spécifiques que ce sera
pas automatisé tout de suite, mais en tout cas, est-ce que ça peut être une assistance? On a des cas de figure dans un autre sujet qu'on a l'occasion de travailler avec plusieurs participants ici présents sur le sujet d'accessibilité ou documenter l'accessibilité de l'espace public. Ça peut être bien d'utiliser aussi les images, même s'il faut aussi aller sur le terrain pour tout un tas de choses. Donc voilà, où on en est. Donc Christian commence à répondre Oui. et c'est très bien dans le chat avec des exemples. Les panneaux de signalisation, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont envisagées ou c'est quoi la maturité? Est-ce qu'il y a déjà des projets identifiés sur le sujet, des acteurs qui justement se sont lancés? Voilà, c'est la parole ouverte à tout le monde, hein, bien sûr. Pour l'instant, je commencerai juste pour l'instant. Effectivement, on a commencé la détection de panneaux de signalisation, la détection, l'identification, la classification aussi derrière. Euh, pour donner, on va dire, un exemple de ce qui peut être fait et ce qui peut être décliné. Donc, tout est ouvert, tout est récupérable. Donc, vous avez tous les liens que vous a envoyés Christian sur le chat. L'idée, c'est que derrière, ça donne, on va dire, on sème, on essaime via ce pilote, on va dire, pour que ce soit développé ailleurs. Il y a d'autres sociétés qui pourraient être intéressées par, notamment on a le CEREMA qui travaillait sur un système de détection de la signalisation horizontale, projet Zèbre. Voilà, parce que maintenant, il y a une loi qui en fait, précise que les places de stationnement doivent être à au minimum 5 mètres d'un passage piéton. Voilà. Donc, nous, notre cœur de métier, c'est vraiment permettre en fait d'avoir un socle technique, une bonne performance et une ergonomie accessible à tous. On développe aussi une application mobile pour que ce soit encore plus accessible que la GoPro Max pour les contributeurs. Euh, on se concentre aussi sur le partage, l'identification et le partage des cas d'usage. On fait aussi de l'IA, mais c'est pas notre cœur de métier. Ce qu'on souhaite, c'est justement que ce soit la communauté qui porte ce projet, qu'on se nourrisse des projets des autres. Vous êtes bien l'infrastructure, quoi. C'est pour ça que moi j'aime utiliser ce terme parce qu'il y a vraiment cette idée que vous n'êtes pas là pour faire tout, etc., mais pour vraiment fournir la base qui est vraiment commune et à charge pour la communauté de se saisir en fonction de ses intérêts et ses besoins, de développer des choses grâce à ça, mais c'est de le rendre possible parce que, par exemple, encore une fois, dans Ghost Review, on pourrait pas forcément, soit pour des questions de licence ou d'autres questions même d'ordre technique. Et si c'est enfin, la beauté du projet, c'est d'ouvrir la possibilité à ça. En tout cas, je ne sais pas si Simon et Laura peut-être voulaient réagir sur ce que seraient vos attentes en la matière ou ce que vous aimeriez, si vous faisiez une liste au Père Noël, c'est pour bientôt maintenant. Si vous avez des commandes à faire pour 2025-2026, s'il y a des choses où vous dites, parce qu'il y a des gens qui étaient capables d'apporter des choses dans la matière, ça nous intéresserait. Et peut-être qu'il y a aussi des gens qui voudront réagir dans les participants, des attentes de s'il y avait des choses qui se développent, voilà, ce serait quoi les besoins, rêver, on va dire, ou imaginer. Alors nous, en tant que ville, en tout Dire, cas, on est très intéressés et en même temps, on n'a pas forcément la compétence technique pour le faire. Mais bien sûr. malgré tout, ce qui est très rassurant, et ça rejoint ce que disait Simon tout à l'heure, c'est que on sait que c'est ouvert, c'est documenté. Donc en fait, on peut soit essayer de voir en interne si on arrive à trouver des compétences pour entraîner un modèle d'IA si on a des besoins particuliers. Nous, on avait un sujet sur les panneaux de nom de rue. Ça fait partie des choses où on se dit qu'il y a moyen de le détecter automatiquement. Pour autant, pour le moment, on n'a pas encore eu trop le temps et les compétences à y consacrer, mais on sait aussi que vu que tout est ouvert, on peut aussi très bien, à un moment donné, envisager de confier ça à une entreprise qui saura faire ça mieux que nous, probablement, et ce sera plus dans son domaine d'activité. Mais comme tout est ouvert et tout est documenté, en fait, il y a plus qu'à, quoi, en fait. Voilà. Pour l'instant, on est Ouais, quand même resté sur de l'interprétation humaine basique, mais je ouais. pense que Ce qui est déjà ça va enrôlé, arriver, ouais. ouais. Mm. Mathis, ça fait partie des pistes ou de développement de connexion en termes d'écosystème, de parler à des acteurs, soit des acteurs de la recherche ou des entreprises qui pourraient être intéressés pour justement développer des outils, des solutions davantage autour de ça. Est-ce qu'il y a déjà eu des premières prises de contact ou pour l'instant c'est encore.
balbutiant. Peut-être pas la priorité parce que il y avait des urgences. Tu as le micro coupé, mais pardon. Pendant Oui, ce temps-là, dans le chat, il se passe beaucoup de non, choses. avec le micro coupé, c'était compliqué. Ouais, Oui, oui, effectivement, on a des contacts. Alors, via justement le projet Zebra était ouais, projet du cinéma avec un jeune tout à fait. chercheur. Oui, Mais aussi, on a l'université de Münster en Allemagne qui est très intéressée par le projet Panoramax et qui envisage justement de travailler sur le sujet. Pour l'instant, voilà, on n'a excellent. pas encore précisé comment, etc. Mais voilà, on commence à avoir des acteurs qui sont intéressés et on commence à parler pas mal de Panoramax. Donc nous, ça nous apporte beaucoup de contacts et c'est vraiment super. Excellent. Simon, toi, est-ce que tu vois des pistes intéressantes, qu'elles soient prospectives ou même des choses où, et aussi les limites, hein, parce que je crois que c'est sur des sujets délicats comme les aménagements cyclables, bon, c'est pas aussi simple que de détecter un panneau, je peux comprendre, mais Oui, oui, c'est ça. Alors, on utilise un petit peu la détection de panneaux, notamment les jeux de données qu'a envoyé Christian. On utilisait aussi sur Mapillary. Ça nous donne une indication. Par contre, on a un problème avec les aménagements cyclables où l'interprétation humaine est primordiale parce qu'il n'y a aucun aménagement qui se ressemble. Voire, on arrive à avoir des débats en interne entre cartographes pour comment on qualifie un aménagement cyclable. Alors, on voit la même chose sur le forum OpenStreetMap où il y oui, a rien de des débats réellement d'experts. standardisé sur le terrain. Hum, Dans la loi, c'est clair. Et c'est sur les ça. stationnements vélos, je voyais la Hum, détection d'objets. C'est pareil, il y a tellement de stationnements vélos différents que même dans certaines villes, on se demande si c'est des stationnements ou des barrières, ou etc. Donc, c'est toujours une aide. Alors, toute aide est oui, bien vue, mais enfin, pour l'instant, chez nous, c'est pas vu comme hum, quelque chose qui sera le Graal, qui va remplacer, on bien va dire, sûr. énormément de travail humain chez nous et de jardinage, comme on dit dans la Hum, communauté. oui. J'en retiens qu'entre les fiches CEREMA et l'arrêté du terrain, il y a un petit gap qui bon, elle sera peut-être qui pour l'instant est comblé par l'humain et par les experts et des débats d'experts. Excellent. Pour ceux que ça intéresse, hein, regardez bien le chat, il se passe beaucoup de choses et beaucoup de questions et de réponses, enfin, beaucoup de réponses grâce à Christian notamment. Merci à lui. Vas-y, Mathilde, je t'en Oui, prie. notamment, il y a une question, enfin une remarque de Vincent Marnet sur la fonction d'interface de Panoramax avec un outil SIG Oui, existant. Et je pense que effectivement. c'est très Allez-y, intéressant revenez. d'avoir le témoignage de Laura là-dessus. Ah ouais, On fait pas mal de choses à Bayonne. Oui, oui, Laura. Laura avait un témoignage très intéressant sur son utilisation et son intégration. Donc, je pense que ça a beaucoup de valeur. Oui, Vas-y, Laura. ben, oui, en fait, comme nous, dès le début, on voulait que ça soit dans notre outil SIG et c'est aussi ça qui a fait qu'on s'est lancé encore plus dans Panoramax dans cette perspective. Si vous voulez que je vous montre très rapidement comment c'est, je Vas-y, peux vous je t'en prie. montrer. Hop. Euh, C'est bien, c'est interactif. C'est donc en parfait. fait, nous, on travaille avec la société Geomatica qui édite le web SIG EasyGeo. C'est une entreprise locale au Pays Basque avec qui on travaille depuis très longtemps. Donc en fait, ils ont travaillé à cette intégration depuis le début de l'année, plus ou moins. Donc là, bon, j'ai pris un exemple, on en a tous les jours des nouveaux. Là, c'est sur le stationnement PMR. Donc en fait, nous, c'est un cas réel. En fait, ma collègue a souhaité, donc on avait des données sur le stationnement PMR qui étaient très datées. On avait des arrêtés qui Laura, indiquaient des Excuse-moi, localisations. Laura, je crois Laura, que on tu ne ne voit pas partages ton pas. partage Ah d'écran, s'il pardon, te plaît. Ouais. hop, voilà, ça y est. Ouais. Merci. Ok. Euh, donc voilà, bon, vous n'avez pas loupé grand-chose. Donc on a notre outil, voilà, et on a souhaité, voilà, comparer, voir si les places existaient toujours ou repérer celles qu'on n'avait pas cartographiées, mais dont on pensait qu'il y avait des places à ces endroits. Voilà. Et donc en fait là, hop, j'ai un petit délai, mais euh, tac. Donc, en fait, ce qu'on a maintenant dans notre SIG directement, c'est qu'on a un petit bouton ici là
pour activer les photos Panoramax. Et ensuite, on a la possibilité de visualiser directement là entre nos données, hop là, on voit la petite place handicapée qui était là, et vérifier directement dans Panoramax si on voit bien qu'elle existe ou non. Donc là, hop, je la voyais tout à l'heure et je la vois plus maintenant, évidemment. Mais hop, non, ici, bon, bref, elle est là. Ben voilà, non, en fait, elle est occupée. C'est pour ça que je la voyais plus. Voilà, mais ça, en fait, du coup, très facilement, on peut venir ici et mettre à jour nos données, ajouter les places. Enfin, voilà, bon, et on a toutes les possibilités de naviguer et de passer en revue, en fait, voilà, sur une thématique. Là, c'est les places de stationnement, mais évidemment, moi, j'utilise beaucoup aussi pour le repérage des adresses, pour les panneaux, enfin, voilà, énormément d'usages, en fait, hein. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la Excellent. question de l'intégration. En tout cas, voilà, nous, on est super contents d'avoir cet outil. Et en ça, je pense que c'est un des aspects qui fait que ça va devenir assez central aussi, nous, dans notre SIG, en fait. Ce lien-là, il est précieux, ouais, Oui, parce que pour pour les l'usage agents, par du coup, tous. il y a un lien direct, pratique, Ouais. de manière assez simple, mais en fait efficace, quoi. Oui, oui, c'est ça. Et ils ont pas besoin, ils ont même pas besoin d'ouvrir Google, quoi. C'est ça. Ouais, même pas besoin de deux écrans potentiellement. Il suffit d'un grand écran et c'est déjà, Voilà. déjà bien. Après, D'accord. voilà. Excellent. Il nous reste une dizaine de minutes. Je propose d'ouvrir un temps de questions-réponses et puis on terminera avec la parole à chacun de vous pour ouvrir sur soit des sujets enfin, sur la suite, l'avenir, comment vous le voyez, soit sur le plan des sujets de gouvernance, de financement, sur les sujets de roadmap. Enfin, vous aurez le choix, évidemment, du mot de la fin. Mais on a le temps bah, voilà, de donner la parole. Il y a eu beaucoup d'échanges en parallèle, mais de vive voix, c'est bien aussi. Si vous avez des questions, vous voulez faire réagir l'un de nos quatre intervenants, n'hésitez pas. J'ai fait le grand calme d'un seul coup. Oui, je suis en train de l'écrire, mais Vas-y, je autant t'en parler prie, tout de Arnaud. suite. Allez. Alors, j'anime le groupe de travail CNIL Accessibilité, qui travaille donc sur la modélisation des données d'accessibilité. Et donc, le groupe de travail vient d'acter l'intégration d'un attribut qui s'appelle URL Media, qui permettra de pointer vers des clichés, donc de n'importe quelle source, mais en particulier, on pense à Panoramax. Donc, ça veut dire que lorsqu'on a un tronçon, enfin un trottoir finalement, ou un obstacle, on pourra pointer vers un cliché. Et la démo de Laura sur les places de stationnement me fait penser que ce sera bien aussi de l'intégrer pour les emplacements PM. Alors, j'avais peut-être une question par rapport à ça. Si on pointe a priori vers un cliché, donc je pense que c'est possible qu'on peut, via l'URL, pointer directement vers le cliché. Est-ce qu'on peut également pointer vers un ensemble de clichés, d'une façon ou d'une autre? Alors, qui veut apporter une réponse à cette question Alors, précise? peut-être, je pense qu'on peut pointer éventuellement, oui, vers soit une séquence entière de photos qui sont prises successivement, ou alors après, bah, oui, pourquoi pas N photos distinctes. Enfin, ça me paraît pas problématique. D'accord. Merci beaucoup. Toi, il y a eu beaucoup de ressources partagées hein, aussi pour la mise en œuvre d'une collecte, le lancement de projets. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont déjà documentées, en fait, que vous avez documentées, enfin, que la communauté a documentées pour lancer des projets. Ça, c'est aussi un aspect vraiment important dans le projet. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais redonner la parole aux intervenants pour conclure tranquillement. Mais on a le temps encore, hein. Bonjour, Marion, Bonjour. Dr. Otto. Vous m'entendez bien, c'est Ouais. bon? Très bien, Mariam. Ok, Oui. super.
Déjà, j'en profite, je dis merci à tout le monde, c'est super intéressant. Et j'ai posé la question dans le chat. En fait, je pense que c'est beaucoup lié au fait que j'utilise pas beaucoup encore OpenStreetMap en tant vraiment qu'utilisatrice. On voit que des fois, on peut être conquis par l'univers, puis derrière, au moment de l'usage, on a tendance à aller vers ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise. Donc, j'utilise encore beaucoup Google, malheureusement. Et du coup, j'ai essayé de voir justement là tout à l'heure en direct comment vraiment pouvoir accéder aux photos Panoramax vraiment depuis l'interface OSM. Genre, je cherche une adresse et puis je me suis mis à un endroit où il y a des photos dans Panoramax, j'ai vérifié, mais je ne sais pas trop en fait comment faire le lien vraiment. Alors, est-ce que c'est parce que le lien n'existe pas encore, que c'est justement, il faut que la communauté s'en saisisse, ou est-ce que c'est un truc qu'il faut activer, je sais juste pas où il faut aller. C'est très pratico-pratique, hein, désolé. Ouais, je pense qu'on tombe sur un grand débat OSM classique. Alors, il y a déjà une réponse qui a été fournie dans le chat, le temps que quelqu'un se propose de développer, mais Ben, sur le fait qu'il y a une adresse qui compile, enfin, que le point d'entrée Panorama, qui du coup, qui, je pense, me présente une carte OSM pour mettre les photos, si je ne me trompe pas. Ça, moi, ce serait ma réponse de Nofit. Est-ce que quelqu'un veut porter une réponse plus intelligente? En fait, le sujet cartable qui est donné avec l'adresse par Christian, effectivement, c'est un développeur qui a créé en fait cette application Cartap dans lequel effectivement on a les cartes associées à des photos Panoramax. Alors là, c'est uniquement les photos 360. Donc oui, c'est possible dans ce cas-là, par exemple, et dans d'autres cas à venir. D'accord, mais du coup, c'est forcément dans une autre interface finalement que l'interface OSM directement. Là, c'est effectivement un cas d'usage. Et pour l'instant, on a l'interface directe d'OSM. Je crois qu'il y a une réponse aussi de Nadège. On va pointer sur une photo sur un séquence. D'accord, non, excusez-moi, c'est une autre réponse. C'est une autre Non, réponse, en effet. effectivement, on est sur des cas d'usage d'utilisation avec Cartable. Ok, Mais, merci. Ce qu'il faut, mais rien n'empêche de le faire soi-même. En fait, tous les outils sont là pour faire soi-même. faut peut-être préciser, enfin, je laisserai ensuite des experts OSM réagir de manière plus précise, mais même moi, ma perception du sujet, c'est que OSM est rarement utilisé par le grand public sur le portail OSM en tant que tel, comme on fait justement sur Google Maps, qui est un peu le réflexe. C'est plutôt à travers tout un tas de réutilisations, soit dans des applis dédiées, soit sur tout un tas de contextes de sites et d'applis qui réutilisent les couches d'OSM, mais c'est pas forcément le site OpenStreetMap qui est l'équivalent d'un Google Maps justement, et donc finalement le grand public va pas forcément sur le site OpenStreetMap pour ensuite déclencher une fonctionnalité type Street View qui serait Panoramax. Le parcours est pas réellement le même en fait. C'est un peu la différence. J'ai l'impression que c'est que les gens qui utilisent OpenStreetMap, et en fait c'est utilisé dans plein de contextes. C'est pas forcément par le site OpenStreetMap, c'est présent dans plein de contextes différents. Pas Et c'est l'objectif, pareil pour Panoramax, un peu. pas l'objectif du site, effectivement. Ouais. D'accord, ok, c'est ça que j'avais pas forcément à l'esprit. Du coup, c'est vrai que, enfin, moi, j'ai un peu dans l'idée que quand on a le réflexe d'aller sur Google Maps, bah, derrière, forcément, on a le Mm, réflexe d'utiliser des images Google Street View. Et du mm. coup, que si on veut essayer de pousser Panoramax, bah, l'idée, c'est aussi de pousser tout l'univers, en fait, quelque part. Mais ok, je comprends mieux. Merci. Ce serait peut-être Amélie, voilà, ouais, je pense que Oui, tu as... j'allais rebondir que nous, à l'hygiène, c'est pas encore fait, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on aimerait mettre sur les géoservices IGN, du type l'application Cartigène qui est sortie cette année, le géoportail, mettre voilà, la fonctionnalité Panoramax directement sur les plateformes. Et justement, Amélie, pour entamer le tour de conclusion, est-ce que tu peux dire quelques mots de plus justement sur vue de l'IGN, enfin en tout cas comment l'IGN, que tu connais au moins bien, même si là tu as une double casquette, comment l'IGN voit le projet? On a compris que l'IGN était dans le projet voilà, depuis le démarrage. Comment ça peut se traduire justement dans la roadmap des produits et des services de l'IGN? Est-ce que ça trouve sa place? Sous quelle forme? Est-ce qu'il y a d'autres projets à l'IGN basés sur cette initiative d'une autre façon? Parce qu'on a moins parlé justement de ce que vous faites de ce que fait l'IGN en tout cas. Et peut-être que tu en as
plus connaissance que. Oui, ça bouge un peu. C'est un peu lent parce que du coup, nos collègues à IGN sont très dans leurs projets, etc. au quotidien. Mais justement, Loïc et moi, on est aussi là pour, euh, pour infuser Panoramax à IGN. Donc, comme je disais, on aimerait que Panoramax soit intégré dans dans l'application Cartigène. Bientôt, le site carte.gouv. Ensuite, à côté, il y a d'autres sujets. On commence les échanges, hein, mais il y a le jumeau numérique qui est le prochain gros truc de l'hygiène, enfin, qui commence à l'être. Et donc là, on commence à peine des échanges pour envisager les liens possibles entre Panoramax et le jumeau numérique. Tout à l'heure, j'ai parlé de la fondation NLNet qui, du coup, va financer un petit peu l'application mobile de Panoramax. Ils vont aussi financer le projet iTowns de l'hygiène et qui est un projet de modélisation 3D, si je vulgarise, parce que je le connais pas très bien, mais c'est un projet voilà, de vulgarisation, modélisation de villes, par exemple, avec du lidar, etc. Donc, pour pouvoir faire des mesures très précises. Et donc, iTowns, dans sa demande à NLNet, a intégré du coup des développements Panoramax. Donc, ils ont pour but là de contribuer comme ça de leur côté. Ensuite, il y a d'autres initiatives, hein. J'ai parlé des directions territoriales, donc Lyon et Aix-en-Provence, les directions territoriales de l'hygiène dans ces villes-là, expérimentent la prise de vue du coup avec des GoPro qu'on leur a prêté. Et donc là, les premiers retours d'expérience sont extrêmement positifs. Ils notent du gain de temps, du gain de sécurité sur le terrain quand ils font leur mise à jour en continu pour la baie des topos. Enfin voilà, il y a des choses qui se font de plus en plus aussi de notre côté. Et c'est plutôt D'accord. positif, ça part bien. Excellent. Simon, Laura, Mathilde, un mot de la fin ou d'ouverture sur la suite, comment vous voyez la suite ou les besoins. Enfin, voilà, vous avez 30 secondes, une minute chacun et chacune pour tenir l'horaire, comme à notre habitude. On essaye, en tout cas. Qui veut se lancer? Oui, Vas-y, Laura. en tout cas, nous, le bilan, on va dire, de ce projet, si on peut faire un bilan maintenant, mais c'est vraiment un grand changement malgré tout de travailler en collaboratif. Enfin voilà, ça ne devrait pas être un changement, mais malgré tout, ça l'est un petit peu. Et c'est vraiment très enthousiasmant et très motivant de participer à un projet commun comme celui-là, et que ce soit en interne, mais aussi nous, en fait, on a aussi des échanges avec nos voisins, les collectivités voisines ou du même territoire, et on est en train de créer une vraie synergie en fait entre différents acteurs. On a nos voisins de la ville d'Anglet qui, pour le coup, ne sont pas trop contributeurs OpenStreetMap, mais ont tout de suite vu l'intérêt pour leur SIG aussi, donc ils se mettent à contribuer. On a des offices de tourisme dans les Landes qui sont aussi un peu dans cette démarche-là. Et on est en train de créer quelque chose de vraiment très, ouais, très satisfaisant de travailler ensemble et de développement d'usage. Donc nous, on est à fond pour continuer là-dedans et voilà, on n'y voit que du positif en fait. Sinon, Mathilde ou Simon? Alors, chez nous, chez GeoVéo, toujours très heureux de travailler avec du commun, que ce soit OpenStreetMap, Panoramax, enfin, ça fait un peu partie de l'ADN de GeoVéo, tous ces communs. Et du coup, pour l'avenir, qu'on l'utilise un peu plus, qu'on pousse un peu plus à nos clients avec des beaux usages sur la thématique vélo. Bon, belle conclusion, merci. Mathilde, tu veux ajouter quelque chose sur la suite, peut-être nous dire quelques mots de les prochaines étapes. Voilà, ça se passe comment en 2025? Il y a des priorités déjà définies alors, qui vont être soumises à la communauté. Si j'ai bien compris, c'est encore en cours. On est en train de les définir, Ouais. ces priorités, mais globalement, c'est toujours plus de cas d'usage, plus de contributeurs et continuer sur cette belle dynamique-là de communauté. En se développant aussi sur la partie internationale, parce qu'on commence à avoir
des demandes très sérieuses et des développements et ça Et du coup, montre des serveurs à instance qui seraient exact. à l'international. Aujourd'hui, on en voit sur la carte, hein, à droite, à gauche, en Europe, quand on affiche la carte globale, on voit les endroits qui ont été. Voilà, Il y a déjà des débuts. tout à fait, c'est en train de prendre. Donc d'ailleurs, on fera des temps d'échange en anglais aussi. Voilà, donc ça, D'accord. c'est une étape aussi importante pour nous. Voilà, et puis je vous envoie dans le chat là, pour toute question, toute remarque, Hum, allez sur le forum des géocommuns, qui est, je pense, tout à fait. très Très intéressant bien. et ouvert à tous. Voilà. Très Euh, bien. et au prochain temps d'échange qui aura lieu le 12 novembre prochain. Eh ben, c'est noté, on va le rediffuser, on va récupérer, hein, les nombreux liens et les ressources qui ont été partagés dans le chat. Et encore merci à toi, Christian, parce que tu es l'émetteur de la plupart de ces liens. On les remettra dans un récapitulatif dans les remerciements de ce webinaire pour que chacun puisse les retrouver. Et donc la date, si tu vois, n'hésite pas à on va essayer de reprendre cette date pour la diffuser aussi. Euh, Bah voilà, il est l'heure de clôturer. Merci à tous et surtout merci à vous quatre, parce que je pense que vous avez proposé voilà, vraiment des beaux regards croisés sur ce projet, et j'ai l'impression que vous avez donné envie aussi à beaucoup de monde de se lancer dans des projets autour de Panoramax ou basés sur Panoramax. Donc c'est très bien. Et puis je pense aussi que vous nous avez donné plein d'idées pour d'autres projets sur des aspects voilà, de gouvernance, de manière de mener le projet. C'est assez inspirant. Donc, je pense que ça a bien rempli l'objectif. En tout cas, ça remplit le nôtre. Donc, je voulais vous remercier de ça. Et puis, bah, voilà, on vous renvoie tout aux uns et aux autres dans la foulée avec la vidéo, tous les liens. On vous remet tout ça. Et on vous remercie encore une fois. Et on vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci à Merci. tous. Merci. Merci tout le Merci, au monde. revoir. Au À revoir. Au bientôt. revoir. Au revoir. Et l'enregistrement.